Bonjour chers distordus, ici Émile de Distorsion. Voici un petit mot pour vous dire que nous prendrons part au Salon du Livre de Montréal les 22, 23 et 24 novembre prochains à Place Bonaventure. Venez nous rencontrer pour faire dédicacer votre livre le vendredi de 14h30 à 16h, le samedi entre 14h30 et 16h, mais aussi de 19h à 20h30 et finalement le dimanche de 11h30 à 13h. Bref, on passe pas mal tout le week-end là. Si vous n'avez pas encore votre copie de Distorsion 13 histoires étranges de l'ère numérique, illustrée par Ron, vous pouvez en faire l'acquisition en ligne au Canada sur leslibraires.ca et en Europe au distorsion.fr. Il est aussi disponible en format numérique édité par Hachette, ainsi que sur les grandes plateformes comme Amazon ou la Fnac. Et si vous avez aimé le livre, n'hésitez pas à nous donner une note de 5 étoiles pour nous encourager. Sur ce, bonne écoute. Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... I'm just hoping right now that she's somewhere safe. She's there, but right now it's just like if she's vanished, like I want her back. I want those people back so bad. Des histoires étranges de l'ère numérique. Le 13 août 2018, Shannon Watts et ses deux filles disparaissent dans la nature sans laisser la moindre trace. Son mari, Chris Watts, est ébranlé et fait tout en son pouvoir pour tenter de les retrouver. Alors que la famille semblait vivre le parfait bonheur sur les réseaux sociaux, l'enquête a montré que la réalité était bien différente. Au fil de l'été 2018, plusieurs traces numériques vont révéler que les apparences étaient bien trompeuses et que tout était en place pour qu'une tragédie se produise dans la maison des Watts. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on aborde un cas complexe aujourd'hui, là, un cas vraiment tragique, dramatique aussi, spécialement si vous êtes parent. Oui. Vous allez voir, ce sera pas un épisode facile, mais c'est une histoire qui a quand même ébranlé l'année 2018, oui. Celle de Chris Watts et de Shannon Watts qui est disparue avec ses deux filles. Et par la suite, eh bien, les soupçons se sont dirigés évidemment sur le mari, sur oui. Chris Watts, comme ça arrive souvent. Et puis, on s'est rendu compte que Chris menait une double vie et qu'il l'a peut-être amené à poser des gestes regrettables. Mais c'est une histoire quand même assez complexe et intrigante. Il y a encore plein de mystères là-dedans. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, l'histoire est quand même assez similaire. Hein? C'est un père de famille qui a des troubles amoureux, en fait, des conflits dans son couple et qui va mener à disons, un drame. Oui, et en même temps, toute cette idée de double vie, oui, il va se confier aussi, il va laisser une tonne de traces derrière lui, des messages courriels, des données GPS, oui. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir reconstituer en fait la chronologie des événements. Puis ce qui est particulier aussi, c'est une histoire américaine, puis eux sont les Américains au niveau des lois sont assez permissifs sur la publication des données là, selon la loi de l'accès à l'information. Puis dans le cas de Chris Watts, eh bien on a retrouvé là, des milliers de pages de documents, d'interrogatoires, de tests de polygraphe. Oui, généralement, on retrouve pas ça aussi facilement que ça. Sans oublier toutes les body cam, les caméras que les policiers portent sur eux. Toutes ces images-là ont été diffusées. Donc, c'est vraiment un crime, une histoire étrange qui est très typique de l'ère numérique. Là. Comment maintenant ces outils-là peuvent faciliter la résolution d'un crime. Donc, on va s'attarder à ça évidemment ce soir. Oui, c'est un des cas, je crois, qui a eu le plus de traces numériques qu'on a pu étudier. Il me semble qu'il y en a... disponibles. Oui, de disponibles, il y en avait énormément. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose que les Américains fassent ça. Je sais pas si toi, ça te dérange, cette manière de fonctionner comme ça, ou plutôt tu voudrais que tous les pays fonctionnent comme ça, mais moi, je trouve que cet accès à l'information-là est quand même légitime là, pour les citoyens et pour les journalistes.
Oui, mais je suis un peu partagé, c'est-à-dire que dans certains cas, on dirait que c'est intéressant pour nous podcasteurs, oui. puis journalistes, puis gens qui justement rapportent la nouvelle ou racontent les histoires. C'est intéressant de pouvoir regarder ces documents-là, mais en même temps, j'ai l'impression que si je me mettais à sa place, ou même je sais pas si ça doit pas être valable dans tous les cas, Non, t'as raison. mais imagine quelqu'un qui est injustement accusé et tout ça, puis que tous les détails, même dans le cas de Chris Watts, c'est des photos, c'est des lettres manuscrites qu'il a envoyées, des choses comme ça qu'on retrouve toutes publiées là partout sur le net. Évidemment, il a fallu que quelqu'un en fasse la demande, mais une fois que c'est disponible, ça se répand comme une traînée de poudre. Là, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont accès à des documents intimes à propos de ces gens-là. Parfois, c'est pas seulement les coupables, mais juste un témoin ou quelqu'un qui a été en lien avec l'accusé ou avec le coupable, puis une tonne de ces données cellulaires, archives de téléphone qui se retrouvent là-dedans. Donc, à quelque part, ça va loin un peu. Donc, je suis un peu partagé, on dirait, sur l'utilisation de ces données-là. C'est vrai que c'est dérangeant à quelquefois parce qu'on lit des conversations privées, justement, là, qui sont en dehors, comme tu dis, des gens qui ont communiqué avec quelqu'un d'autre. Mais c'est toutes des preuves qui ont été déposées à la cour, en fait, là. Oui. Fait que ça devient comme du domaine public, étant donné qu'il n'y a pas d'embargo. C'est vrai, je suis un peu déchiré sur le côté intimité, mais on dirait c'est peut-être mon petit côté voyeur curieux là, qui aime avoir ces traces-là. Puis un peu comme tu le dis, pour nous, des podcasteurs ou des journalistes, c'est de l'art, en fait, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de créer l'histoire et de vous la raconter avec toutes ces preuves-là. Sinon, ce soir, on a une bonne bière pour nous accompagner dans cette histoire-là. On va boire la New England IPA de la microbrasserie Coaticook des Cantons de l'Est à 5% d'alcool et à 48 de IBU, là, donc de degrés d'amertume. C'est une belle blonde voilée. Je dirais que elle est quand même bien amère, avec beaucoup de saveurs tropicales. On goûte bien les houblons aussi. Là. Oui, elle est très bonne. Rafraîchissante aussi. Hein. Je trouve que c'est une bière, on peut la boire, là, on est en automne, mais ou même presque en hiver, mais c'est une bière, je trouve qu'il y a une saveur d'été estivale. C'est vrai. Puis, cette bière-là, cette semaine, elle nous a été donnée par Pinky Sammy, qui nous a offert là, une tournée de bière via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, elle s'est rendue là, et puis lorsqu'on clique sur le bouton, on peut faire un don, et nous, eh bien, en même temps, ça remplit notre frigo. Oh oui. Et ça encourage le show. Donc, merci à toi, Pinky Sammy. Vous pouvez faire comme elle en vous rendant au distorsionpodcast.com. Et on a aussi un shout-out 5 étoiles, mon cher Seb. Oui, on a un shout-out à le Dahu de Nantes de la France qui nous dit « Si le Dahu est une bête étrange qui vit dans les montagnes brumeuses et les profondes vallées boisées, c'est aussi un bâtiment tordu qui abrite des artistes dans la banlieue lointaine nantaise. Un lieu étrange et magique où votre podcast trouve sa place. On adore vous écouter pour travailler et parfois tard dans la nuit. » Oh, intéressant. Mais shout-out à vous, le Dahu de Nantes. Puis écoutez, si vous faites des créations en écoutant Distorsion, ben envoyez-nous des photos. Ben vous savez où nous trouver. Oui, on aime ça. Donc, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire étrange et perturbante de Chris Watts? Oui, monsieur. C'est parti. Yeah. Nous sommes le 13 août 2018 dans la petite municipalité de Frederick, au Colorado, aux États-Unis. C'est une petite ville de moins de 13 000 habitants. Nicole Atkinson, une jeune mère de famille de la région de Frederick, est très inquiète car elle n'arrive pas à rejoindre son amie Shannon Watts depuis la veille. Nicole avait déposé Shannon chez elle dans la nuit vers 1h48 du matin alors qu'elle revenait d'un voyage d'affaires en Arizona. Évidemment, nous sommes juste environ 12 heures plus tard, ce qui peut paraître un peu tôt avant de contacter les services d'urgence. Mais Nicole a bien raison de s'inquiéter. Shannon ne répond pas à ses messages ni à ses appels. Mais en plus, elle est diabétique et enceinte de 15 semaines. Sans oublier que nous sommes un lundi. Donc Shannon elle a des obligations familiales. Elle doit aller reconduire ses 2 enfants, Bella, âgée de 4 ans, et Céleste, âgée de 3 ans, à l'école et au service de garde. En plus de ça, Shannon a manqué un rendez-vous chez le médecin ce matin-là. Les choses sont un peu louches. En effet. Il est 13h40 et Nicole décide de se rendre chez Shannon avec son fils pour vérifier sur place si elle s'y trouve. Il regarde d'abord dans les fenêtres du garage et voit le SUV Lexus de Shannon garé à l'intérieur. Elle suppose donc qu'elle est dans la maison. Par la suite, elle cogne à la porte sans qu'il y ait de réponse. Le mari de Shannon, Chris Watts, est déjà parti au travail depuis longtemps ce matin-là.
Il travaille sur une base pétrolière et il quitte vers 5-6 heures du matin environ. Le fils de Nicole tente de forcer la porte d'entrée du garage et ainsi de déclencher le système d'alarme de la maison. Comme ça, si Shannon est à l'intérieur et qu'elle a un problème, elle sait que quelqu'un est là et sinon, au pire, les secours vont arriver. Toutefois, le système d'alarme a été désactivé, donc il ne sonne pas. Ils sont tout de même inquiets, car Shannon avait eu un incident en lien avec son diabète quelques jours plus tôt lorsqu'elle était en Arizona. Nicole et son fils partent donc en voiture en direction de la clinique médicale où Shannon devait se rendre le matin même pour un rendez-vous. Shannon ne s'y trouve pas et même lorsqu'elle demande à la réception si Shannon s'est présentée ce matin-là, on lui apprend qu'elle n'est jamais passée par la clinique. Donc c'est très étrange. On se rappelle qu'elle est arrivée dans la nuit quand même vers 1h48 du matin. Son vol avait été retardé de l'Arizona au Colorado. Donc, c'est une heure tardive dans la nuit, mais malgré tout, elle avait quand même des obligations le matin très tôt. Puis apparemment que c'est quelqu'un qui est assez ponctuel, donc c'est un peu inhabituel de sa part. Il retourne donc encore une fois chez Shannon et cette fois-ci, il contacte le 911 sans plus tarder. Entre-temps, bien sûr, Nicole va contacter Chris Watts, le mari de Shannon, à son travail. Celui-ci ignore où sont sa femme et ses 2 filles, mais il n'est pas très inquiet sur le coup. Il va quand même arrêter de travailler et se diriger vers la maison familiale pour venir voir ce qu'il en est. Lorsqu'il arrive, il y a un comité d'accueil qui est là. Il y a Nicole, son fils, ainsi qu'un agent de police qui attendent au pied de la porte pour que Chris leur ouvre finalement les portes de la maison. Cette maison, d'ailleurs, est située dans un nouveau développement à quelques kilomètres de Frederick. C'est un nouveau quartier avec des grosses maisons modernes et dispendieuses. Donc, c'est un endroit quand même assez cossu. À l'intérieur, dans la maison, on ne trouve aucune trace de Shannon et de ses 2 filles. Les sandales flip-flop que Shannon portait dans l'avion la veille sont toujours posées près de la porte d'entrée. Et encore une fois, c'est très inhabituel, apparemment qu'elle portait toujours ces sandales-là. Encore plus étrange, son téléphone intelligent est toujours dans la maison, posé dans une craque de divan, en fait. Et plus étrange encore, son alliance, donc sa bague de mariage avec Chris, est sur sa table de chevet. Tout cela est très, très, très bizarre. On sait qu'on ne part jamais sans nos téléphones intelligents. On est en 2018 dans le cas de cette histoire-là. Mais en plus, oublier son alliance, c'est presque symbolique. Oui, c'est vrai. Hein? C'est assez rare que ce genre de situation arrive, sauf si tu pars vraiment en urgence, que tu dois quitter la maison sur le champ. Ben oui, puis sur le coup, tu te dis, où est-ce qu'elle peut être allée? Elle est enceinte de 15 semaines, elle a 2 filles, elle souffre de diabète, puis sa voiture est dans le garage. Donc, c'est louche tout ça. Ben oui, tout est là. Chris Watts, le mari, y arrive à la maison, puis au départ, il est très collaboratif. Il autorise les policiers à chercher dans la maison sans aucune résistance, même de vérifier le téléphone intelligent de Shannon. Il se trouve que Nicole est une amie très proche de Shannon, donc elle connaît le mot de passe du téléphone, puis elle le déverrouille. Il remarque qu'aucun appel sortant n'a été fait ce jour-là, mais qu'elle a en effet manqué plusieurs autres appels dans la journée. Mais elle, par contre, elle n'a pas volontairement donné de signe de vie à personne. Aussi, en fouillant la maison, le policier sur place trouve le sac à main de Shannon sur le comptoir de la cuisine avec ses pièces d'identité, entre autres, ainsi qu'un 2e téléphone intelligent et de l'argent comptant à l'intérieur. Donc, les choses deviennent très suspectes. Une femme enceinte, diabétique avec 2 enfants, sans pièces d'identité, encore une fois, c'est particulier comme disparition. Quelque chose ne tient pas la route. La jeune mère et ses 2 filles sont donc portées disparues assez rapidement. Chris va donner une entrevue touchante aux médias le jour même en suppliant sa femme de revenir si bien sûr elle est partie volontairement ou en suppliant le criminel de la relâcher dans le cas d'un kidnapping. Oui, exact. Le fait qu'elle est enceinte et avec ses 2 filles a accéléré le processus de recherche de personnes disparues parce que généralement, comme on le sait, les adultes, c'est pas une priorité nécessairement pour les autorités, surtout pas après 12 heures, qui est même pas 24 heures. Mais dans le cas de la situation actuelle, c'est tellement étrange la disparition que automatiquement elle est portée disparue.
Oui, puis en plus, apparemment que Shannon, c'était quelqu'un qui était très, très organisé. Vraiment, elle gérait bien la vie familiale, puis les enfants aussi devaient respecter un horaire. Là. Donc, elle était très, très, très à point là-dessus. Donc, très, très inhabituel de sa part, puis on commence à douter du cas de la disparition volontaire là, de plus en plus. Des citoyens du quartier décident là, de placarder les murs là, d'affiches des membres de la famille disparue dans la petite ville de Frederick. Leur disparition est inexpliquée et soudaine, donc très inhabituelle pour ce type de village-là. Le père de la famille, là, Chris Watts, est désemparé lorsqu'il donne différentes entrevues aux médias suite à la mystérieuse disparition de sa famille. Le public se range rapidement derrière lui, en plus du fait qu'il collabore avec la police. Il a une bouille plutôt sympathique, puis le couple, là, Shannon-Chris, là, inspirait le bonheur. Oui. En plus, sur les réseaux sociaux, le couple semblait avoir un mariage parfait. Toutefois, on sait que ce qui est montré sur les réseaux sociaux n'est pas toujours le reflet de la vérité. Hein? Ah non? Pas toujours. Mais que s'est donc-il passé dans la maison des Watts? Avant d'aller plus loin, qui sont Chris et Shannon Watts? Shannon Watts, né du nom de famille Rouchek, est né le 10 janvier 1984 dans le New Jersey, alors que Chris, lui, est né le 16 mai 1995. Alors que Chris, lui, est né le 16 mai 1985 en Caroline du Nord. Le couple s'est rencontré en ligne en 2010 via une amie mutuelle sur Facebook. Une amie avait alors envoyé le profil de Chris à Shannon, lui disant qu'il serait un bon parti pour elle. Shannon sortait d'un divorce, donc elle était tout d'abord hésitante à commencer à lui parler. Elle va refuser sa demande d'amitié au départ. Toutefois, elle va céder tranquillement en se disant qu'ils peuvent être amis sans se parler nécessairement. Finalement, les deux vont cliquer l'un pour l'autre. En plus de ça, Shannon souffre de diabète sévère, de fibromyalgie et de migraine. Et au moment de leur rencontre, elle se battait beaucoup contre cette maladie. Chris l'a donc aidé à passer au travers et lui a offert beaucoup de réconfort. Ils vont entretenir des discussions sur Facebook et commencer peu à peu à se voir dans la vraie vie. Au moment de leur rencontre, Chris travaille dans un concessionnaire Ford en mécanique, alors que Shannon, elle, travaille dans le département des ventes. Chris était surtout un homme manuel, alors que Shannon, elle, était spécialisée en marketing et en vente. La relation va perdurer et ils vont se marier 2 ans après leur rencontre, soit le 3 novembre 2012. Donc c'est une histoire d'amour moderne, Oui. un peu typique. C'est un peu le couple, le All-American couple. Tu sais, Chris aurait pu être le corps arrière de l'équipe de foot et Shannon la cheerleader. Là, tu sais. Oui, c'est vrai, hein? C'est exactement le même modèle. Le couple va avoir leur première fille, Bella, le 17 décembre 2013. Ce sera un grand événement pour eux et cette petite fille va leur amener beaucoup de bonheur. Ils vont donc acheter cette même année une grande maison à 5 chambres à coucher dans la ville de Frederick, au Colorado, maison qu'il occupe jusqu'au moment de la disparition. Shannon publie énormément sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et Facebook. Elle publie souvent des vidéos de sa famille dans leur quotidien. C'est en suivant ces publications qu'on peut en connaître plus sur leur vie et comprendre mieux ce qui se passait dans la demeure des Watts. Le 17 juillet 2015, ils vont avoir leur deuxième petite fille, Céleste. Encore une fois, la famille vivra un autre grand moment de bonheur avec sa naissance. Comme tout n'est pas facile au sein de la vie familiale, le couple va déclarer faillite en 2015 pour plusieurs milliers de dollars en dettes impayées. On parle, je pense, de plus de 430 000 $ en dette. Oh, là. quand même, OK. Oui, c'est un gros beaucoup de morceau. dettes, là. Oui, parce qu'au début, quand je voyais dans certains articles, justement, des quelques milliers de dollars, j'étais là, comme tu fais pas faillite pour quelques milliers de dollars. Non, mais dis-toi aussi, et dites-vous que le système de santé américain, c'est très dispendieux. Oui. Hein? Et on sait, Shannon, elle a des problèmes de santé et apparemment qu'il y a eu des factures qui se sont empilées comme ça. Là. C'est assez rapide dans le système américain que tu peux te retrouver avec un 100 000 de dettes. Là. Non, t'as raison. Puis même leurs enfants sont malades aussi. Là. Ils ont une maladie. Ils ont de l'asthme et oui, exact. d'autres types de maladies chroniques. Là. Exactement. Puis comme tu dis, tous les rendez-vous chez le médecin, à moins d'être assurés, sont tout de même payants. Il y a beaucoup d'actes qui sont faits à l'hôpital, qui sont payés, qui sont pas couverts par les assurances. Oui. Bref, mon commentaire, c'est juste pour dire que je crois que toutes ces dettes-là, c'est pas nécessairement que le couple vivait tant que ça au-dessus de leurs moyens. Peut-être un peu, mais il y avait énormément d'histoires médicales là-dedans. Ouais, non, bon point. À ce moment-là, Chris travaille sur une base pétrolière chez Anadarko Petroleum,
Alors que Shannon, elle, occupe un emploi en ressources humaines, plus précisément dans un centre d'appel dans un hôpital pour enfants. Au fil du temps, Shannon va aussi commencer à occuper un autre emploi à la maison pour une compagnie de marketing à paliers multiples, la compagnie Level, L-E-V-E-L. Cette compagnie semble assez controversée sur le net. Elle prétend vendre des formules de probiotiques et de suppléments qui vont t'aider à te remettre en forme physiquement et mentalement, tout ça en 8 semaines. Par contre, plusieurs croient qu'il s'agit d'une arnaque. Oui, Ouais, le produit, c'est Thrive de Level. Exact. J'ai fait quelques recherches dessus. Puis moi, c'est toujours ces produits-là à régime instantané. Là, j'ai jamais cru à ça. Et il y a même le FTC américain là, qui est un peu c'est le Federal Trade Commission. En fait, eux, ils surveillent. C'est une genre de protection aux consommateurs. Et il indiquait qu'il n'y a aucune étude médicale qui prouve qu'on peut perdre du poids avec des patchs. En fait, c'est un peu ça, parce que le système de Level, c'est des genres de patchs vitaminés que tu te mets sur le corps. Ouais, il y a différents trucs. Ouais, il y a un système de patch, mais Oui, il y a d'autres tu fais des choses, shakes aussi, puis des trucs comme ça, et des probiotiques. Mais oui, non, comme tu dis, c'est un peu controversé. Je sais que Shannon, elle faisait un peu de la vente directe, Oui. là, un peu comme plusieurs autres compagnies de marketing Oui, multiniveau, un peu comme ça. Puis elle faisait un petit profit avec ça en travaillant de la maison. Puis ça devait être pour ça qu'elle avait un deuxième téléphone, selon moi, là. Avec elle. Puis, mais oui, effectivement, apparemment que Chris, lui, dans son cas, il avait utilisé la formule Thrive. Il avait perdu, je pense, 45 livres là, avec cette formule-là. Ouais, sauf que j'ajouterais que Chris s'était mis à courir. Et la course, c'est ça qui fait maigrir. C'est pas les vitamines. Fait que c'est ça qui me fait rire. Tu sais, c'est sûr que d'accompagner tes suppléments de probiotiques par de l'entraînement, c'est certain que tu vas maigrir. Tu sais, Oui, évidemment. Fait que, tu sais, moi, là-dessus, je termine ma conclusion de nutritionniste, là, mais il y a plusieurs études qui disent que généralement, les êtres humains, juste en consommant une alimentation équilibrée, on comble naturellement tous nos besoins nutritionnels et qu'on n'a pas besoin de suppléments vitaminiques. Oui, bien sûr. Fin de mon éditorial. Les deux jeunes filles, Bella et Céleste, vont développer des maladies chroniques elles aussi, notamment différentes allergies ainsi que de l'asthme, un peu comme on vous disait. En plus de ça, la dynamique familiale est principalement contrôlée par Shannon, qui gère les enfants selon un horaire très strict. Shannon est un peu décrite comme une maman hélicoptère, ce qui signifie quelqu'un qui prend extrêmement soin de ses enfants au point où ça en devient presque maladif. Oui, je l'ai traduit comme ça librement. Oui. C'est Helicopter Mom, mais je sais pas s'il y a un terme pour ça en français. Hein. Je le connais pas. J'avais déjà vu l'expression anglaise, mais j'ai jamais entendu d'équivalent français pour ça. Là. Ça c'est pas mère à bout là, qu'on entend souvent. C'est quasiment l'inverse. Là. Tu sais, c'est mère. C'est une mère couvante un peu. Là. Oui, oui, qui est souvent, entre autres, rendue chez le médecin, qui se pose beaucoup de questions à propos de ses enfants, mais c'est un peu normal dans son contexte, Oui. on dirait, parce qu'elle-même, elle souffre de maladies chroniques, puis là, ses deux petites filles, elles aussi, donc c'est normal qu'ayant l'expérience avec ça, je pense, elles veulent couver ces deux filles, puis en prendre soin le plus possible. Oui, ça doit insécuriser un peu plus un parent quand ton enfant est malade. Là, donc, oui. c'est certain que ça explique cela. Ceci dit, Shannon va souvent voguer d'un rendez-vous chez le médecin à un autre et la vie de famille va souvent évoluer autour de ça. Malgré les défis de santé, la famille mène une vie paisible et semble extrêmement heureuse. Ils vont souvent apparaître comme les parents beaux et parfaits sur les réseaux sociaux, alors que toute la famille est souvent mise en scène dans les vidéos de Shannon. Le 11 juin 2018, Shannon va révéler à Chris qu'elle est enceinte d'un troisième enfant via une vidéo postée sur Facebook. Même, c'est même une vidéo live là, qui est faite en direct. Là. La vidéo est un peu malaisante. Là. On y voit Shannon qui porte un t-shirt, là, un chandail « Oops, we did it again ». Donc un peu, on le fait encore, en faisant référence à l'enfant, bien sûr. Et elle installe la caméra dans la pièce en commençant à filmer tout ça live. Là. Donc elle ne tient pas le téléphone. Non. Le téléphone est posé ailleurs. Là. Son but est de surprendre Chris lorsqu'il arrive du travail. Lorsque Chris entre, il voit le t-shirt, il sourit, je dirais humblement, Oui. et va embrasser Shannon en lui demandant de confirmer que c'est bien ce qu'il croit. Puis malgré le fait que Chris semble heureux là, à première vue, il ne sait pas qu'il est filmé sur le coup, mais sa réaction ne semble pas si authentique, on dirait. Là, il a pas l'air si heureux que ça, on dirait. Là, il a pas l'air fâché non plus, mais on dirait qu'il y a une petite hésitation. Là. Oui, c'est bizarre. Comme tu dis, il y a une hésitation. Il est très surpris par la nouvelle. Je pense qu'il s'attendait pas à ça.
Puis c'est sûr qu'en tant que père de famille, tu peux pas te montrer déçu devant ta femme, mais j'ai l'impression que, étant donné qu'il était pas très content, la façon de tempérer ça en n'ayant pas l'air mécontent, c'est d'être neutre, justement. Oui. Mais on le sent là, que ça fait pas nécessairement son affaire. Vous pouvez aller le chercher, cette vidéo-là là, sur YouTube si vous voulez aller voir. C'est assez particulier. Puis en plus, je dois dire que c'est quand même une drôle de façon d'annoncer un enfant le live sur Facebook. Là. Ouais. Je présume que tu fais ça quand justement t'es sûr de la réaction de ton mari. Oui, elle l'a publié en plus. Oui, je sais pas elle comment elle l'a interprété, tu sais, en tant que telle, si elle l'a senti tant que ça, ou quand t'es dans le moment, peut-être qu'elle l'a pas vu non plus comme ça. Là. Ils apprennent au fil du temps qu'il s'agira d'un petit garçon et ils décideront de l'appeler Nico Lee Watts. Il est attendu dans les environs du 31 janvier 2019. La réaction un peu neutre de Chris semble pouvoir s'expliquer car lui et Shannon vivent certaines difficultés dans leur couple. On sait qu'ils ont connu une faillite un peu plus tôt, mais tranquillement on dirait que le couple prend ses distances malgré le fait qu'ils attendent un troisième enfant. Bien que Shannon souhaite à tout prix sauver le couple, Chris, de son côté, semble un peu plus ambigu et neutre, justement. Shannon lui suggère une thérapie de couple. Chris va y réfléchir et finalement accepter. Par contre, je suis pas sûr qu'ils vont la commencer. Shannon va aussi lui acheter un livre sur comment solidifier son couple, livre qui sera retrouvé à la poubelle quelques semaines plus tard. Donc, on se rend compte on dirait que Chris avait un peu d'autres priorités ou il y avait un peu peut-être la tête ailleurs à ce moment-là. Ou lancer la serviette sur leur couple. Mm-hmm. Ce qui est quand même assez dramatique lorsque tu viens d'apprendre que ta femme est enceinte. Ben oui, absolument. Ils ont quand même aussi des jeunes enfants de 3 et 4 ans. Là. Oui. C'est triste. Le 27 juin 2018, Shannon, Bella et Céleste partent en Caroline du Nord pour des vacances de 5 semaines dans leur famille. Chris doit rester à la maison, lui, pour le travail pendant tout ce temps, mais dans le but d'aller les rejoindre plus tard lors de la dernière semaine de vacances. Par contre, sa femme remarque qu'il s'éloigne pendant ce voyage-là, même alors qu'ils sont à distance. Ouais. C'est un voyage qui va être assez décisif pour la suite des événements. Elle en parle à son entourage, à ses amis, mais questionne aussi Chris sur ce qui peut expliquer son comportement qui est si distant. Les textos sont longuement espacés entre Chris et Shannon, et Chris demeure toujours vague dans ses réponses, alors que généralement, il va répondre dans la minute suivante. Oui. Elle tente désespérément de sauver leur relation. On va y revenir. Et là, on revient au 13 août 2018 et à la fouille de la maison par les autorités. On est le jour de la disparition de Shannon, de ses 2 filles, et là, on est en train de fouiller la maison puis on se questionne. Il y a aussi les médias qui commencent à s'en mêler tranquillement. Puis l'histoire fait rapidement le tour de la région. L'officier James et son équipe arrivent à la résidence des Watts pour fouiller la maison. Grâce à l'enregistrement de la caméra de corps du policier, on a été en mesure de voir l'intervention au complet. C'est assez phénoménal de voir ça. Vous pouvez même aller voir ça sur YouTube. On va le poster aussi sur notre site web. C'est carrément comme regarder presque un documentaire. Là. Oui, puis c'est pas coupé. Là. Je veux dire, on voit une trentaine de minutes vraiment la visite des policiers qui fouillent partout, qui prennent des photos de toutes les traces, des sacoches, etc. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça de ce point de vue-là, parce qu'habituellement, on n'a pas toujours accès à ça. Ben oui, tu vois aussi les questions qu'il pose à Chris, puis tu vois les réponses, le non-verbal, c'est des choses. Moi, c'est la première fois, on dirait que je voyais ça dans une grosse histoire comme ça. Ouais, moi aussi, même affaire. Mais ça, je trouve que c'est les bodycams, je sais pas si c'est dans tous les États aux États-Unis, mais je sais que de plus en plus c'est déployé et obligatoire. Et je trouve que c'est utile dans plein de contextes, mais aussi dans des contextes comme ça, parce que eux, par après, ils peuvent analyser la scène autrement. Justement, ils peuvent analyser la personne qui interroge et tout le contexte. Peut-être que des choses qu'ils n'ont pas vues sur place aussi. Là. Donc, je trouve que c'est un très bon outil pour les enquêteurs. Oui, je présume que ça doit être pas mal tout le temps activé. C'est juste que c'est rare qu'on le voit sorti disponible au public. Oui, comme nous, justement, d'avoir accès à tout ça. Là. C'est assez incroyable. L'officier est très poli avec Chris et lui autorise l'accès à la maison. Aussi, l'agent James le questionne sur son état matrimonial et lui demande si c'est un comportement habituel de la part de sa femme.
C'est là qu'il découvre l'alliance, le sac à main et les 2 téléphones de Shannon dans la maison. Aussi, il remarque qu'il y a des draps manquants sur le lit familial. Chris lui indique que le couple vivait des difficultés et qu'ils ont même eu une discussion très animée et émotive pendant la nuit avant sa disparition. Il leur précise qu'ils étaient en instance de divorce et que Chris cherchait même un appartement de son côté. Les enquêteurs repartent un peu bredouilles. Les heures passent depuis la disparition et il n'y a toujours aucune nouvelle des filles et aucune nouvelle piste. Le lendemain, le 14 août, l'enquête avance et les autorités questionnent l'entourage à savoir s'ils ont vu quelque chose d'anormal, que ce soit une voiture ou une personne suspecte dans le quartier. Comme nous sommes dans un quartier quand même assez cossu, il y a beaucoup de caméras que les gens ont installées et il se trouve que le voisin de la famille Watts a lui aussi une caméra plantée devant sa porte qui filme aussi un peu l'entrée de la cour de Watts. Et ces images-là vont être encore une fois disponibles à tous et vont devenir un élément de preuve très important. Une des voisines mentionne qu'hier au matin, le matin du 13 août, elle a trouvé étrange qu'il y avait beaucoup de va-et-vient entre le camion de Chris et la maison aussitôt le matin. Parce que, évidemment, Chris partait quand même assez tôt, mais malgré cela, son heure de départ était peu habituelle ce jour-là. Oui, puis elle expliquait, la voisine, que c'était bizarre, là. Il faisait toujours plein d'allers-retours entre le garage et la voiture pendant de longues minutes. Et habituellement, il fait pas ça, là, il part au travail. Donc, il y avait un élément quand même douteux là-dessus. Oui, puis c'est bizarre un peu parce que ils mentionnent qu'ils ont eu une grosse discussion animée et tout ça, mais on se rend compte que, tu sais, en y repensant, la nuit a pas été si longue que ça pour le couple, parce que Shannon est revenu de son voyage d'affaires en Arizona à 1h48 du matin. Donc, si Chris, lui, il est parti vers 5-6 heures, ben là, je veux dire, Shannon, elle a dû dormir un peu, là, ils se sont comme chicanés en plein milieu de la nuit, là. C'est particulier, la chronologie de ces événements-là, là. C'est un peu louche, je trouve. Donc là, après tout ça, on l'a vu à une heure inhabituelle en train de charger son camion près de son garage pendant plus de 50 minutes. Il y a quelque chose de vraiment louche là-dedans. Ouais. En plus, il y a des draps manquants. Il y a évidemment toutes les pièces d'identité, l'argent, les téléphones de Shannon qui sont là. C'est clair que Chris a quelque chose à voir avec la disparition de sa femme. On est à environ 24 heures après les faits, mais les choses vont quand même assez vite, puis l'étau se resserre solidement autour de lui. Donc, il est vraiment dû pour un interrogatoire en règle. C'est pour ça que le 15 août, donc le surlendemain, Chris Watts est arrêté et il est amené au poste pour un interrogatoire. Parce que là, ses comportements ne font pas de sens, il mérite d'être creusé un petit peu plus. Mais Chris, il a toujours été collaboratif. Il a même donné des entrevues touchantes aux médias où justement, il va pleurer en ondes. Il va expliquer à quel point c'est important pour lui de revoir sa famille, il comprend rien de ce qui se passe. Et les gens vont avoir beaucoup de sympathie pour lui. Et même auprès des policiers, lui, il va jamais rien leur refuser. Il va toujours être à leur disposition. Il va leur permettre de fouiller dans son téléphone, pas de problème, dans son ordinateur. Et ça le dérangera pas même de visionner les vidéos de surveillance avec les policiers, parce que quand on le voit sur les bodycams aller chez le voisin, ben c'est ça, le voisin est là, puis Chris est là, puis le policier est là, puis tout le monde voit Chris justement faire des allées et venues sur son pick-up. Donc c'est assez particulier tout ça. Donc, malgré tout, ben là, il est dû pour être interrogé. Il va accepter aussi de passer un test de polygraphe et on va lui poser 3 simples questions. La première, c'est « Avez-vous physiquement participé à la disparition de Shannon ?» Question à laquelle il va répondre « Non ». Et la deuxième question, ils vont lui demander « Est-ce que vous mentez à propos de la dernière fois où vous avez vu Shannon ?» Il va répondre encore une fois « Non ». Et la troisième question, on va lui demander « Savez-vous où est Shannon actuellement? » Ce à quoi il va répondre encore une fois « Non ». Hélas, Chris va échouer à toutes ces réponses. Et là, ça va donner aux enquêteurs encore plus de munitions pour le considérer en tant que principal suspect. C'est très incompréhensible. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme comme ça ait fait un geste si brutal envers toute sa famille? Puis que s'est-il passé dans la maison des Watts? Là? Il y a encore énormément d'éléments inconnus. Non expliqués. On va remonter dans le temps parce qu'il semble avoir eu un été difficile. Au cours de l'été 2018,
alors que Shannon tentait de sauver son mariage parce que depuis quelques semaines, elle sentait que le couple battait de l'aile. En plus de ça, la famille de Chris n'aimait pas du tout Shannon et n'approuvait pas leur relation. Puis pourtant, ça c'est étrange parce que ça fait... Shannon, c'est une très bonne fille, là, c'est une bonne mère en plus, elle s'occupe super bien de ses enfants, ça a l'air d'une personne sympathique, agréable. Il est marié, ce comportement-là de beaux-parents là, qui n'aiment pas le gendre ou la bru. La bru, là, oui, dans ce cas-ci, je trouve ça toujours étrange. Oui, tu peux peut-être pas avoir tant d'atomes crochus, mais au point de détester, des fois, je trouve que ça crée toujours il y a toujours un malaise qui est présent dans les réunions familiales à cause de ça. Oui, apparemment qu'il l'avait unfriendé sur Facebook. Puis on le sait en 2018 où unfriender quelqu'un dans le monde d'aujourd'hui, ça fait mal. Surtout des membres de ta famille. Ben oui, il y a quelque chose de très symbolique dans le geste. Comme on vous disait, les parents de Chris n'aiment pas beaucoup Shannon. Ils assisteront même pas à l'anniversaire de Céleste, une de leurs petites filles, lorsqu'ils sont en Caroline du Nord dans leur famille cet été. De plus, lorsqu'elle est toujours en Caroline du Nord avec ses filles, de plus importants signes de tension commencent à se manifester dans leur mariage, leur couple. Il y a plusieurs traces numériques qui vont en témoigner. Je vous rappelle que Shannon est partie de la maison en vacances le 27 juin. Pour 5 semaines. Voilà. Le 10 juillet, à 19h32, Shannon envoie un texto à Chris. « Tu es OK? C'est comme si tu ne voulais plus me parler. Il faut toujours que je te sorte les verres du nez. » Et Chris qui répond qu'il est OK, mais qu'il avait beaucoup de responsabilités et de pression au travail et que c'est pour cette raison qu'il est moins loquace et que c'est pas volontaire et qu'il l'aime jusqu'à la lune aller-retour. To the moon and back. Yeah. Elle lui répond qu'elle s'ennuie de lui et qu'elle a l'impression que c'est juste l'entraînement et la course à pied qui l'intéressent. Lui, il lui dit que la course, pour lui, ça lui fait vraiment du bien et que ça lui permet de se vider la tête complètement. Shannon n'est pas vraiment satisfaite de cette réponse-là. Elle termine la discussion en lui disant qu'elle souhaite que son mari lui parle finalement, qu'il discute avec elle. Parce qu'on s'entend, là, si tu dis à ton conjoint que tu trouves qu'il est absent, qu'il ne te communique pas assez, qu'il ne te parle pas assez, l'excuse de la course, ça tient pas la route non plus. Là. C'est pas une excuse, on court pas des heures, des dizaines d'heures par jour. Là. C'est généralement de l'entraînement de course, c'est 1 heure moins, peut-être un petit peu plus, mais il reste du temps dans une journée. Là. Puis sa femme est au Colorado, elle est enceinte avec leurs 2 petites filles. Ben oui. Elle a besoin à quelque part de support moral, même si elle est dans sa famille, c'est important de sentir la présence de son mari, même si lui, il doit travailler, il est à la maison, tout ça, il en profite pour faire des heures supplémentaires, tout ça. Mais tu sais, la femme a quand même besoin du support de son mari, là, puis même à distance, ça compte pour beaucoup. Ben, t'as absolument raison. Le 31 juillet, Chris se rend en Caroline du Nord pour la dernière semaine de vacances de sa famille. Les retrouvailles entre lui et Shannon ne semblent pas heureuses, selon une copie des textos qui ont été envoyés de Shannon à une de ses amies. Même aussi que la non-entente avec sa belle famille refait surface. C'est quelque chose, c'est un boulet là, dans leur discussion, dans leur couple, parce que ça crée une tension. Puis ça, je la comprends, cette tension-là. Là, c'est vraiment pas agréable. Je vous rappelle justement que les parents de Chris veulent même pas aller, à cause de cette tension-là, veulent même pas assister à l'anniversaire de Céleste. Et ça crée beaucoup de chicanes dans le couple. Elle comprend pas. En fait, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle comprenait pas pourquoi les grands-parents, c'est comme si, au lieu d'avoir 4 petits-enfants, mais maintenant, il y en avait comme juste 2. Parce que pour eux, ne pas aller à l'anniversaire de Céleste, c'est aussi punir Bella et l'exclure. Ben oui. Puis je comprends sa réaction. Le 4 août, à 12h45, Shannon envoie à son mari un long texto l'accusant de ne pas l'avoir défendu auprès de ses parents parce que ceux-ci ont exposé Céleste à des noix. Puis elle est allergique et ses parents le savaient pas. Et ça a créé toute une chicane de famille au point que Chris, il l'a nommé le Nut Gates. C'est assez particulier. Elle dit également à son mari qu'il a montré aucun signe d'ennui là, pendant les semaines où ils ont été séparés. Là. Justement, comme on vous disait, là, quand un couple est séparé, il aime ça. C'est toujours le fun de dire à l'autre ou de se faire dire je m'ennuie de toi ou des choses comme ça. Dans le contexte actuel, il n'y avait pas ce genre de discussion-là. Le Chris jamais démontrait qu'il s'ennuyait de Shannon. Non. Et ça la dérangeait. Le 7 août, Shannon commence à se confier à ses amis de ses problèmes avec son mari. Chris lui aurait avoué être effrayé par la venue du 3e enfant et qu'il n'est plus certain de vouloir un 3e enfant. Elle confie même à ses amis qu'elle sent qu'il change, même s'il est présent physiquement avec eux cette semaine, avec la famille. Il l'a pas embrassé et touché de la semaine. Elle n'y comprend plus rien. Le 9 août, Shannon se confie encore une fois à un autre ami.
que Chris est allé à l'échographie du bébé, mais qu'il était froid avec elle et qu'elle a décidé d'annuler la soirée de révélation de l'identité du bébé à cause de ça. Par contre, le soir, avant que Shannon parte pour un rapide voyage d'affaires en Arizona, elle envoie un petit texto à un ami qu'elle a eu une bonne conversation finalement avec Chris, et mais qu'il était toujours distant malgré tout, mais qu'il démontrait quand même, il l'a rassuré par rapport au bébé. Puis cette même journée-là, elle a décidé aussi d'écrire une lettre manuscrite pour la remettre à Chris, dans laquelle elle déclare ne pas savoir pourquoi ils sont rendus si incompatibles. On voit que Shannon fait vraiment beaucoup d'efforts pour tenter de reconstruire son couple, tenter de le solidifier, mais on voit que tous ces efforts, toutes ces actions semblent pas vraiment porter écho, du moins, et ça se rend pas jusqu'à Chris. Là. Parce que même d'écrire une lettre manuscrite, on s'entend que ça aussi, c'est plus rare à l'époque d'aujourd'hui. Là. Le 12 août, la veille de sa disparition, Shannon envoie à son ami Addie un brouillon du speech qu'elle compte donner à son mari à son retour du Colorado le lendemain. Parce qu'elle était partie, comme on vous disait, dans un court voyage d'affaires en Arizona. En gros, elle dit qu'elle ne le comprend plus, qu'elle ne se comprend plus et qu'elle ne peut arranger les choses que par elle-même et qu'ils doivent travailler ensemble. Fait qu'on voit le discours de jour en jour, de semaine en semaine, tourne toujours autour de la même chose. Elle tient toujours son bout, mais encore une fois, là, Chris ne répond pas à ses demandes. Mais en fait, ce speech-là, elle lui a pas envoyé, elle l'a juste envoyé à une amie la veille de sa disparition. Ce qui peut, du moins je trouve que ça laisse entendre que ça allait pas bien non plus le matin du 13 août. Là. Oui, exactement. Elle comptait s'adresser à Chris. Mais là, je doute qu'elle l'ait fait en plein milieu de la nuit, là, à 1h48. On le sait pas encore. Les différentes traces numériques, là, comme on vient de les parcourir au fil d'été, nous démontrent bien que le couple battait de l'aile et que les choses n'allaient pas du tout avec Chris. Par contre, un autre témoin va faire son apparition au poste de police. Et c'est alors qu'une nouvelle témoin va faire son apparition au poste de police. Suite à l'analyse du téléphone intelligent de Chris, on se rend compte que celui-ci semblait mener une double vie avec une certaine Nicole Kessinger. Qui est cette Nicole Kessinger? Nicole est une jeune femme âgée de 30 ans au moment des faits. Elle était contractuelle chez Anadarko, la compagnie de pétrole pour laquelle Chris travaillait. Elle travaillait au département de sécurité et devait monitorer les différents indicateurs sur la base pétrolière. Chris, lui, de son côté, travaillait surtout dans les champs près des puits de pétrole, mais les deux ont eu affaire l'un à l'autre à quelques reprises dans le cadre de leur mandat. Ils ont commencé à discuter sans aucune mauvaise intention au travail et Chris a ajouté son nom à ses contacts sur son téléphone intelligent, par contre sous un faux nom. Et là, on revient sur ce fameux été 2018, là. On va refaire le tour, mais d'un autre point de vue, du point de vue de Nicole et Chris. Ouais. Le 17 juin, de ce que Nicole affirme à la police, elle nous dit que quelque temps avant la fête des pères, Chris lui a avoué qu'il était marié et qu'il a des enfants, mais qu'en fait, il est en plein en train de se séparer. Il ne lui a pas dit toutefois que sa femme est enceinte d'un 3e enfant. Parce que eux se sont rencontrés tranquillement, puis ils ont commencé à échanger puis à discuter en texto et tout ça sur une base un peu plus régulière. Ouais. Ils se sont rendus compte que ça cliquait. Là. Le 4 juillet,
Nicole, encore une fois, de ce qu'elle a déclaré à la police, elle s'est rendue chez Chris Watts pour la première fois ce jour-là pour mettre en place là, ses objectifs en matière de régime et de perte de poids. Donc, un genre de programme d'exercice. Oui. Parce qu'elle aussi était très, très sportive. Elle était vraiment dans le fitness. Là. Nicole affirme que Chris l'a invitée chez lui. Il lui a préparé le déjeuner. Ils ont mangé et elle est partie par la suite, là, selon les documents que la police a maintenus. Par contre, Watts a raconté une toute autre histoire là, aux enquêteurs beaucoup plus tard, en février 2019. Donc, vraiment plus tard, lui, il a déclaré s'être réveillé chez Nicole Kessinger le matin du 4 juillet avec plusieurs appels manqués de la part de sa femme. Donc là, il y a vraiment beaucoup de différences entre les différents témoignages. Là, puis vous allez voir que Chris Watts a de la difficulté à maintenir un seul et unique discours là, dans toute cette histoire-là. Il a dit avoir dit à Nicole qu'il devait rentrer à la maison au cas où sa femme le rappellerait. Et c'est à ce moment que Nicole s'est fâchée car elle a réalisé qu'elle sera toujours l'autre personne, là, entre guillemets, et qu'il ferait toujours passer sa femme en premier. Donc ça l'a fâchée. Mais ça, c'est ce que Chris a dit. Là. Il a dit aux enquêteurs qu'elle lui avait dit que ce serait mieux s'il ne se voyait plus du reste de la journée, mais elle l'invitait quand même à revenir chez elle un peu plus tard dans la journée. Donc, 2 discours différents. Mais selon elle, elle serait allée chez lui justement pour un peu parler de son régime puis de son programme d'exercice. Le 7 juillet, c'est là qu'il y a un premier appel qui est enregistré entre Chris Watts et Nicole Kessinger. C'est la première fois qu'ils se parlent au téléphone. Oui. Le 9 juillet, Chris va faire un drôle de geste, il supprime son compte Facebook, ce qui va choquer sa femme Shannon, puisque le couple utilise beaucoup cette plateforme là, pour partager les photos des enfants avec leur famille. Mais vous allez voir que c'est peut-être pas si fou que ça. Il y a peut-être une raison derrière ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est inattendu comme geste. Ben oui. Du jour au lendemain, de supprimer ton compte Facebook, ça soulève quand même des soupçons ou des interrogations. Là. Puis là, on est toujours pendant les fameuses vacances. Oui, donc, exact. Évidemment, Chris, lui, il est resté à Frederick, tandis que Shannon, elle est en Caroline du Nord. Et puis, Nicole, pendant ce temps-là, passe du temps avec Chris. Là. Toujours le 9 juillet, il va envoyer une photo vraiment bizarre à Shannon, qui est une genre de poupée enveloppée d'un drap, là, un peu comme si elle était momifiée, là, qui est couchée sur son divan. Là. C'est vraiment une photo un peu morbide. Shannon ne saura pas trop quoi penser de ce texto. Elle va lui dire, justement, elle va lui répondre, je comprends pas vraiment ce que tu m'envoies là, tu sais. Puis, mais est-ce que c'était vraiment destiné à elle? Je sais pas. J'en doute, on dirait. Là. Ouais, c'est étrange. C'est vraiment, vraiment bizarre. Nicole Kessinger, le 9 juillet toujours, a déclaré avoir commencé là, à sortir sérieusement avec Watts vers la fin du mois de juin. Et c'est pendant que Shannon est en Caroline du Nord avec ses filles que la relation va se solidifier et que Chris va véritablement là, vouloir changer sa vie. Là. Ouais. Lui, il est en train vraiment de tomber amoureux d'elle. Puis elle, elle connaît pas toute la vie de Chris. Là. Elle semble penser que justement, oui, il y a 2 enfants, c'est correct. Par contre, il est en instance de divorce, donc j'ai peut-être des chances de futur avec lui. Là. Donc, elle s'accroche quand même un peu à ça. Le 14 juillet, Chris Watts et Nicole Kessinger se rendent à un musée de l'automobile, un musée Mustang. Cet après-midi-là, Shannon Watts tente d'appeler son mari à 4 reprises, mais sans succès. Encore. Donc, c'est pour ça qu'il lui répondait pas. C'est parce qu'il passait du temps avec Nicole pendant ce temps-là. Puis, il voulait pas se montrer trop... il voulait pas trop communiquer avec sa femme pendant ce temps-là. Il faisait pas de la course, hein? Oui, c'est vrai. Le 18 juillet, Nicole envoie à Chris Watts des photos d'elle en petite tenue là, qu'il stocke sur une application secrète là, sur son téléphone, qui est une genre de calculatrice secrète qui permet de stocker des photos, des je sais pas trop quoi, là, des trucs... Oui, en fait, c'est des applications souvent en apparence, justement, c'est l'icône. Ça va être une icône de calculatrice, ce qui porte pas attention nécessairement. Puis lorsque la personne clique dessus, là, tu peux sûrement avec un mot de passe, mais j'imagine là que tu as accès à un système de stockage de fichiers pour protéger des secrets. Le 28 juillet, toujours dans cet été-là, Chris et Nicole visitent le parc national des Great Sand Dunes là, et passent la nuit dans un camping à proximité. Donc, ils vont faire un voyage de 2 jours. Là. C'est là qu'on peut faire du snowboard dans le sable. Ah oui? Ils vont prendre plusieurs photos lors de son voyage, photos qui vont être publiées, entre autres, là, sur Instagram, sur le compte de Nicole. Oui. Ce qui est aussi particulier, là, c'est que Nicole se comporte sur les réseaux sociaux comme si là, elle était officiellement
officiellement en couple avec Chris Ouais. ou que si Chris était célibataire. Donc, c'est un peu malaisant. Ils vont même s'embrasser des fois sur une vidéo Instagram, là. Mais si on se fie à ce que, excuse-moi, mais si on se fie à ce qu'elle disait, Oui, bien sûr. si on se fie à ce que Chris disait, justement, sur le fait qu'il est en instance de divorce, on dirait que je peux la comprendre Ben d'avoir ce comportement-là. Non, c'est clair. Mais Chris semble pas, lui, de son côté, vouloir contrôler ça Non, plus qu'il faut, exact. on dirait, là. Je sais pas s'il est conscient même. Ouais. Elle va même là, le mentionner dans ses photos sans problème. On dirait sans craindre que Chris là, se fasse prendre. Peut-être qu'en même temps, elle veut un peu lui mettre de la pression ou, tu sais, je sais pas, là, Ça se peut. je veux pas lui prêter les mauvaises intentions, mais mettre un peu de pression sur lui dans le sens règle des affaires. Ça se peut bien. Le 30 juillet, Chris envoie une lettre d'amour à Nicole avant de quitter la ville pour rejoindre sa famille pendant le reste des vacances d'été. Et cette lettre d'amour-là a été, elle aussi, distribuée via la loi de l'accès à l'information. Oui. Je l'ai lu. Puis c'est quand même assez mal à l'aisant. Il écrit vraiment un peu comme un enfant, puis il y a des paroles de chansons là-dedans, mais Oui. bref, il lui explique que la première fois qu'il l'a vu, eh bien, il a été foudroyé, et puis que ça fait longtemps qu'il avait pas eu un amour aussi intense pour quelqu'un. Puis bref, elle lui déclare là, justement sa passion. Le 4 août, alors que Chris Watts est absent, Nicole cherche sur Google des robes de mariée sur Internet là, pendant plus de 2 heures. Encore une fois, selon une analyse de ses données de téléphone portable. Et là, il y a eu des tonnes d'analyses comme ça. On va pas vous les dire Non. toutes là, des textos envoyés. Il y a énormément de preuves qui sont disponibles. Oui. Nous, je pense qu'on a 25 pages de notes. Aujourd'hui, on va pas passer au travers à tous ces documents-là, mais on va vous en nommer quand même quelques-uns parce qu'il y en a qui sont quand même assez pertinents à l'enquête. Le 11 août maintenant 2018, Chris fait des recherches Google lui aussi, là, mais à propos de pistes de randonnée là, à Aspen, au Colorado. On se doute qu'il veut pas y aller en famille. Là. Ce même jour, Chris engage une babysitter affirmant qu'il va à un match des Rockies du Colorado avec ses collègues. Mais en réalité, il amène Nicole à un rendez-vous là, dans un bar sportif à Erie, au Colorado. Ouais, juste pour vous rappeler, Shannon est revenue à la maison avec les filles là, le 11 août là, de leurs vacances d'été. Donc, c'est Chris qui s'occupait des enfants. Et là, c'est lors de ce souper-là, il va faire une erreur. Là. Il va payer tout le repas avec la carte conjointe que Shannon monitore étroitement. Elle va trouver suspect là, qu'il avait une facture de 60$ pour un seul repas dans un bar sportif. Ce même jour, Nicole, elle, va faire, plusieurs recherches sur Internet. Entre autres, elle va rechercher les termes Chris Watts, Shannon Watts et aussi Ronnie Watts, qui est le père de Chris. Mais là, est-ce que, justement, tu penses que Chris avait supprimé son compte Facebook pour éviter que Nicole tombe sur des détails de sa vie de famille, tu sais? Ben, j'imagine que ça doit faire partie des raisons. Est-ce que c'est la seule raison? Je le sais pas. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, l'autre théorie qui m'était venue en tête, je me demande si Nicole l'avait pas tagué à un moment donné sur une photo. Oui, ça se peut, ça. Il voulait pas se faire taguer, peut-être. Oui, exact. Puis au lieu d'enlever la fonctionnalité, peut-être qu'il savait pas qu'on pouvait contrôler cette fonctionnalité-là. Il a tout simplement supprimer son compte pour éviter qu'il y ait des conflits comme ça. Là. Ah oui. Et là, on se rend compte qu'on est rendu à la mi-août. On se rapproche de la date de la disparition de Shannon. Puis là, vraiment, on sent que Chris subit une pression incroyable. On dirait qu'il commence à agir un peu étrangement. Là. Supprimer ses comptes Facebook, tout en étant distant, mais en menant une double vie. Puis il a l'air d'avoir la difficulté à la mener, sa double vie. Oui. Nicole va assurer aux policiers lors de ce fameux interrogatoire-là qu'elle ne croyait pas que Chris allait en arriver là. Elle affirme que Chris était très amoureux d'elle, tandis qu'elle, elle acceptait là, et même l'encourageait à régler ses problèmes de couple avec Shannon. Donc, elle était pas si attachée que ça à Chris, selon elle, Nicole. Elle ignorait que Chris et Shannon attendaient un nouvel enfant, ce qui est un détail quand même important. Quand même. Et que le couple n'avait pas vraiment eu de conversation à propos d'un divorce jusqu'à présent. Bref, Chris semblait lui mentir à elle aussi. On revient à l'enquête. Les enquêteurs ont rassemblé plus de 2000 pages de documents ainsi que plus de 650 photos, 211 heures de séquences vidéo, 38 heures d'interviews audio comme preuve qui condamnait Chris Watts. Et presque tout est public via la loi de l'accès à l'information, comme on vous disait. On va encore une fois remonter dans le temps pour les traces numériques. Le 13 août, la journée de la disparition de la famille, à 1h48 du matin, la caméra de surveillance d'un voisin capture Shannon qui rentre chez elle après son voyage d'affaires en Arizona.
Donc ça confirme que l'heure d'arrivée est toujours bonne. Chris a déclaré aux enquêteurs qu'il dormait lorsque sa femme est rentrée à la maison. Il a dit qu'elle avait initié une relation sexuelle, puis ensuite ils sont allés se coucher. Plus tard dans la matinée, Chris a déclaré que sa femme et lui s'étaient disputés en se levant pour se préparer à se rendre au travail. Mais c'est assez tôt, là. Un peu comme on le disait, Chris s'est rendu très très tôt. Elle a dû se coucher un peu plus tard que 2 heures du matin, là. Donc ça, c'est étrange qu'ils se sont chicanés en se levant le matin, là. Je trouve qu'il y a une incohérence. Le 13 août, toujours la même journée, à 5h27, la caméra de surveillance montre que Chris charge son camion de travail et quitte la maison. Le fameux moment où il a pris 50 minutes à charger son camion. Exact. Le camion F-150 de Chris appartenait à la compagnie pétrolière et celle-ci a décidé de collaborer activement à l'enquête. Elle a d'ailleurs congédié Chris sur le champ lorsqu'ils ont appris qu'il était mêlé à cette affaire. Pour revenir au camion, celui-ci était équipé d'un GPS, ce qui a permis de traquer les déplacements de Chris. On apprend qu'il s'est rendu directement à une réserve d'huile ce matin-là avant de passer par le bureau. La réserve, qu'on appelle Servi 319, est située en plein milieu du désert. Étrangement, il y est resté pendant un certain bout de temps. Toujours la même journée, à 10h10, Chris fait une recherche sur le web pour les paroles d'une chanson de Metallica, Battery. Le terme battery ici veut plus dire un assaut, en fait, une attaque contre quelqu'un. Sans tout vous lire les paroles, ça porte allusion justement à je ne peux pas tuer ma famille, il faut que j'arrête l'assaut. En fait, comme une genre de force en moi, faut que j'arrête l'agression. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'étrange dans les paroles et la disparition là, la journée même. Là. Pourquoi que cette journée-là, à 10h10 le matin, il a fait une recherche sur les paroles d'une chanson de Metallica? Là. C'est un peu étrange dans le contexte, là, parce que cette journée-là, à ce moment-là, c'est vrai, il savait pas encore que sa famille avait disparu, mais c'est bizarre. Chris, lui, a déclaré aux autorités, dans le fond, qu'il cherchait les paroles de cette chanson-là parce que Nicole l'aimait et qu'elle voulait savoir ce que ça voulait dire, tout simplement. Le 13 août, à 12h27, l'agent immobilier des Watts contacte le couple et Chris s'entretient avec elle au sujet de l'état actuel de leur maison et de ce qu'ils recherchent pour l'achat d'une nouvelle maison. Parce que de ce que je peux comprendre, il semblait avoir ce projet-là de déménager. J'imagine que ça a un lien avec le bébé et le nouveau bébé qui va arriver dans la maison. Oui, aussi un lien avec justement tenter de quelque chose de nouveau pour le couple. Puis aussi, il y avait des difficultés financières. Même un peu plus tard, on l'avait pas mentionné, mais il y avait été aussi sujet à une poursuite, je pense, de la part d'un syndicat de copropriété ou quelque chose comme ça, de pas très élevé, là, mais quand même. Là, donc, je pense qu'il y avait le couple voulait tenter de peut-être redémarrer une nouvelle vie avec une nouvelle maison. À un moment donné, l'agent immobilier se demande pourquoi Shannon elle tient pas compte de leur conversation, parce qu'ils ont discuté quand même pendant un certain temps justement de ce qu'ils voulaient avoir de la nouvelle maison. Et Chris, lui répond elle n'a pas été là toute la journée. C'est très étrange. Tout simplement. Mais c'est même l'agent immobilier, c'est pas dans les comportements de Shannon de pas participer à une discussion sur leur maison. Là, il est 12h27, la journée de la disparition. Et là, 3 jours après le jour de la disparition, le 16 août, les enquêteurs vont se rendre finalement au Servi 319, le lieu dans le désert où Chris a passé du temps plus tôt, le 13 août, dans le cadre de son travail. Et là, ils vont faire une recherche par drone, puis ils vont constater qu'il y a quelque chose là, qui ressemble à un drap qui bat au vent là, en plein milieu du champ. Et là, ils vont retrouver le fameux drap qui manquait dans la maison. Donc là, c'est assez étrange. Ça commence à être inquiétant. Ils vont fouiller les lieux et faire plusieurs découvertes. Il y a 2 gros réservoirs à pétrole qui se retrouvent sur les lieux avec une trappe au-dessus. Là. Ça fait penser un peu à un réservoir, un peu comme dans l'histoire d'Elisa Lam, mais plus gros encore. Là. Et là, les policiers vont fouiller les 2 réservoirs et vont faire une macabre découverte. Ils vont trouver les corps de Bella et Céleste qui flottent dans une grosse mare d'huile dans chacun des conteneurs d'huile, dans chacun des réservoirs. Mon Dieu. Donc, ils ont trouvé finalement les corps des 2 jeunes filles. Et plus loin autour du site, ils vont trouver un autre endroit assez louche. Ils vont trouver un tombeau de fortune fraîchement creusé dans le sol où ils vont découvrir le corps de Shannon disposé en position fétale là, à quelques centimètres du sol.
Donc, on a une scène de crime, ou du moins, on a retrouvé les corps de Shannon enceinte de 15 semaines et de ses 2 petites filles, Bella et Céleste. Et là, c'est clair que Chris Watts a quelque chose à voir avec cette histoire-là. L'autopsie va conclure que les 3 filles sont décédées par asphyxie et strangulation. Elles auraient donc été étouffées avant d'avoir été amenées dans ce lieu où elles ont été retrouvées. La scène est d'une tristesse inouïe. Et là, il est maintenant clair que Chris a assassiné sa famille entière, mais encore, ce qu'on ignore, c'est comment les choses sont déboulées jusque-là, puis est-ce qu'il y a un mobile à ce crime-là? Confronté à ce scénario en interrogatoire, Chris va finalement craquer. Mais là, vous allez voir, il y a un petit plot twist là, ici. Oui. Là. Dans un premier temps, il affirme que lors de la nuit fatidique, là, la nuit du 13 août, au retour de Shannon, le couple s'est disputé après avoir discuté là, d'un divorce potentiel. Mais là, c'est étrange là, de discuter de ça au retour à 2 heures du matin. Là. Oui, absolument. Selon Chris, Shannon aurait étranglé ses 2 filles elle-même, étant donné qu'elle était frustrée par cette conversation-là, et dans le but de l'arrêter, Chris aurait été pris de rage et aurait étranglé Shannon à son tour. Donc, c'est dans le but de sauver la vie de ses 2 filles qu'il aurait étranglé Shannon. Par contre, lui, Chris, quand il fait tout ça, il appelle pas le 911. Là. Il tente pas de réanimer ses 2 filles, là, selon sa version. Là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement les amener dans son pick-up vers le lieu, le Servi 319. Là. Mais là, on sait que Chris n'est pas à son premier mensonge. Puis qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser des témoignages de ce gars-là, c'est très mystérieux. Là. Plus tard, Watts a déclaré aux enquêteurs qu'il pensait avoir peut-être tué sa femme et ses enfants en raison de la colère accumulée qu'il nourrissait envers Shannon pour ce qu'il a décrit comme un genre de fossé qui s'est créé entre lui et sa famille. Parce que là, il va changer sa version. Oui. Et ses sentiments le remontent au début de leur relation. Il aurait souhaité recommencer sa vie à zéro avec Nicole Kissinger et ne voulait pas d'un 3e enfant avec Shannon. Donc, ce qui explique pourquoi il aurait assassiné toute sa famille. Il a dit aux enquêteurs qu'elle l'accusait de la tromper et c'est là qu'il a craqué, puis il l'a étranglée. Mais encore une fois, on ne sait pas si tout ça est véridique, mais on a assez là, d'éléments en ce moment là, pour l'amener à procès. Oui. Le 6 novembre 2018, dans un geste inattendu, Chris Watts plaide coupable au chef d'accusation entourant les meurtres de sa femme enceinte et de ses 2 enfants. En plaidant coupable, il semble pouvoir éviter la peine de mort, qui est toujours en vigueur au Colorado, mais très peu utilisée. Juste pour vous dire, sa dernière utilisation remonte au 13 octobre 1997, et c'est le criminel Gary Davis qui a commis le meurtre de sa voisine après l'avoir kidnappée et violée en 86. Donc, même si cet État-là le supporte, on dirait que c'est un peu rendu... globalement, c'est un peu contre nos valeurs. Hein, la peine de mort est quand même très contestée. Mais malgré tout, pour du moins l'éviter, il plaide coupable. Puis un peu comme on dit, ça lui évite un procès. Puis ça lui évite à révéler plein de choses. Oui. Le 19 novembre 2018, Chris Watts, 33 ans, passera le reste de ses jours en prison et est condamné à 3 peines de prison concurrentes à perpétuité pour les meurtres des membres de sa famille. Avant de prononcer la sentence, le juge Marcello Kopkow a affirmé qu'il s'agissait du crime le plus inhumain parmi les milliers de cas qu'il a vus durant sa carrière. Les procureurs ont révélé des nouveaux détails lors de l'audience. Ils ont expliqué que Bella s'était quand même défendue avant d'être étouffée. La motivation de Chris n'est toujours pas claire et le scénario exact est toujours inconnu du public. En plaidant coupable, un peu comme on vous le disait, Chris y évite d'être interrogé et garde tous ses secrets pour lui-même. La couronne croit tout de même que ses motivations étaient pour avoir un fresh start, un nouveau départ dans la vie, un peu comme on vous l'expliquait. Le 1er septembre 2018, Shannon, Bella et Céleste sont enterrés à Pinehurst, en Caroline du Nord. La famille de Shannon lui rend hommage en la décrivant comme une femme ambitieuse et extravertie qui a toujours désiré être une mère de famille. Le 18 février 2019, ça fait pas longtemps, là, c'est en début de cette année, dans une entrevue avec les forces de l'ordre du Colorado, Chris confesse pour la première fois avoir tué ses filles. En fait, parce qu'au départ, même s'il plaidait coupable,
Et il s'en maintenait toujours à la version que c'était Shannon qui avait tué ses filles malgré tout. Et là, il donne un peu plus d'explications détaillées dans la manière qu'il a tué sa famille, mais il donne toujours pas de raison pour laquelle il le fait en tant que tel. Puis ce qui est bon pour lui, en fait, c'est qu'il n'a pas besoin de le faire. Il n'a pas besoin de donner plus de détails. Il peut juste se la fermer, en fait. Peu importe ce qu'il dit, je pense pas que ça va changer sa peine. Il est déjà condamné et tout ça. Donc, encore une fois, est-ce que ce qu'il dit est réel? On peut en douter, mais ça commence à ressembler à une version plausible. Oui, exact. Puis il y a un détail qu'il a dit aux enquêteurs à ce moment-là qui me fait mal. Il dit que le bruit de la dispute a réveillé une de ses enfants, Bella, et qu'elle s'est levée, est rentrée dans la chambre avec sa doudou, puis elle a demandé « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec maman? » Oui, c'est tellement triste, juste de s'imaginer ça, là, ça crève le cœur. Ah, ça fait mal. Il a ajouté que sa fille l'avait vu enrouler le corps de sa femme dans un drap et l'a transporté dans son camion, en expliquant à ses filles que leur mère est malade. Chris a déclaré aux enquêteurs que les 2 filles étaient assises sur la banquette de son camion alors qu'il se rendait sur un site pétrolier où il travaillait pour cacher justement le corps de Shannon. Il aurait d'abord étouffé Céleste, la plus jeune, et l'aurait placée dans le réservoir d'huile. Bella, qui regarda la scène, demanda à son père « Est-ce qu'il va m'arriver la même chose qu'à Sissi ?» qui est le surnom de Céleste. Il aurait ensuite étouffé Bella aussi, qui s'est débattue pour la jeter elle aussi dans le réservoir d'huile. Ah, c'est épouvantable. Ah, c'est épouvantable, là. J'ai mal au cœur. Il aurait terminé en enterrant Shannon dans un trou. Encore une fois, est-ce la vérité? On ne le saura probablement jamais. Ouais, donc c'est ce qui explique. Si c'est vraiment ce qui s'est produit, c'est terrible comme scénario. Pas de bon là. sens, les enfants. Ouais, la pauvre Bella qui a été témoin de tout ça pour par la suite y passer elle aussi. C'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre pourquoi il a fait tout ça. Du moins, c'est sa version. Ça semble plausible selon les preuves. Moi, je trouve, là. Ouais. Même si tu veux commencer une nouvelle vie ou même si ton mariage bat de l'aile, c'est pas une raison pour faire un geste comme ça. Il y a toujours moyen de s'en sortir sans en arriver là. Je comprends pas comment il peut snapper comme ça, là. Ah oui, c'est incroyable. Oui, le divorce existe. Ce sera pas le premier couple qui divorce. Oui, il va falloir qu'il ait ses enfants à charge et tout ça, mais non, comme tu dis, il n'y a rien qui explique ça. Ça fait pas de sens. Puis le pire, c'est que c'est lui qui a trompé. Tu sais, moi, tu sais, c'est pas que si elle avait trompé, elle l'aurait mérité, c'est pas ça que je veux dire, mais dans ce cas-ci, dans un sens, je trouve pas que c'est elle qui a fait un mauvais geste et c'est elle qui a écopé de ça dans le couple. C'est comme lui qui a tout gâché du début à la fin. Exact. Et c'était lui qui causait le problème et finalement, ben il les a tous assassinés, là, ça n'a aucun maudit bon sens. Ah non, c'est la manière aussi, là. On dirait que ça empire encore plus le familicide, là, de la manière qu'il le fait. Ah oui. Ben, ça fait un peu le tour, Seb, de la chronologie des événements de cette histoire-là qui est très tragique. Oui. C'est une des histoires qui m'a le plus touché des dernières années. Ça s'est passé vite aussi. C'est rare que Distorsion, on parle de sujets qui sont aussi récents que ça, donc 2018, parce que généralement, on aime que le temps passe un peu pour donner le temps de faire des mises à jour. Mais là, dans ce cas-ci, en à peu près 3-4 jours, il l'avait arrêté, Chris Watts, puis on était pratiquement sûr que c'était lui le coupable, puis là, ben, il y a eu sa sentence. Donc, quand même, ça s'est réglé vite, c'est une des bonnes choses. Oui. Ça a pas tardé avant qu'il trouve les corps aussi. Je pense qu'il y avait vraiment... Je pense pas que c'était un bon criminel, en fait. Pas du tout. Puis, on le comparait un peu à Xavier Dupont de Ligonnès en début d'épisode. Ouais. Puis, on retrouve un peu cette essence-là, le gars qui pense, qui fait pas trop attention, qui laisse plein de traces. Exact. Parce que Xavier Dupont de Ligonnès, lui aussi, là, il savait pas trop là l'importance de ce qu'il laissait sur Internet, puis des emails qu'il envoyait, tout ça. Des achats de carte de crédit. Ben oui. Puis c'est un peu la même chose pour Chris Watts. On dirait qu'il est tombé dans une psychose ou quelque chose, puis il a complètement perdu le contact avec la réalité, puis il s'est lancé dans un crime là, vraiment horrible pour des gens qui le méritaient pas, puis c'est incompréhensible. Moi, ça me révolte là, de lire des histoires comme ça. Non, exact. Puis si on se met dans... si on calcule le nombre d'heures, si Shannon est arrivé à 2 heures du matin, lui il est parti à 5 heures du matin, il a tout réglé ça en 3 heures, là, du moins là, les meurtres. Là. Puis si j'enlève le 50 minutes qu'il a pris à
à charger son camion avec Shannon et les enfants, là, morts ou vivants. Ça a dû se passer très rapidement. Là. D'après moi, ils se sont chicanés. Ils n'ont pas fait l'amour comme il prétend. D'après moi, ils se sont chicanés quand Shannon est arrivé. Il a dû l'étrangler à ce moment-là. Et il a tout réglé. Donc, tout ça s'est fait hyper rapidement. Je me demande même dans sa tête comment ça se passait. Mais on dirait que justement, le fait qu'il a fait une recherche, par exemple, d'une chanson de Metallica pour Nicole, cette recherche-là, là, juste pour vous dire, là, il l'a fait à 10h10, 10h20, puis c'était exactement après avoir déposé les enfants dans le puits. Ouais. Donc, oui, exact. Mais quand comment? tu y repenses. Ben oui, c'est... Tu sais... Il a parlé à un agent immobilier aussi par la suite. Mais là. oui, 2 ans plus tard, t'as raison. Avec lui, c'est comme ça, la vie continue. Puis je comprends pas qu'il a jamais pensé qu'il allait se faire prendre. Mais il était quand même nerveux, là, dans les mêmes... la première fois qu'il a eu la visite de la maison, on le sentait nerveux quand la police posait des questions sur la timeline plus précise du voyage en Arizona, par exemple, que Shannon a fait. Donc, j'ai de la misère à comprendre justement sa psychologie dans laquelle il était. Il y a comme un côté de lui naïf et un peu je m'en foutisse de ce qu'il a fait, puis je continue mes choses. Puis d'un autre côté, ben, il était conscient quand même de ce qu'il faisait. Donc, c'est une drôle de dualité qu'il devait vivre dans sa tête. Là. Puis, est-ce qu'on peut vraiment se fier à sa version aussi? Parce que, en fait, est-ce que ça serait possible? Moi, j'ai l'impression que ça, c'était peut-être même prémédité. Parce que, est-ce que c'est possible? Je sais qu'il y a des théories, il y a plein de théories, hein, entre autres sur Reddit, qui disent que, possiblement, que Chris aurait même assassiné ses 2 petites filles avant. Oui. Donc, c'est lui qui gardait les enfants pendant que Shannon était à son séminaire en Arizona. Oui. Donc, si c'était prémédité, ça a fait plus de sens qu'il les aurait éliminés en avance, puis que quand Shannon est rentré de la maison, ben c'est peut-être là qu'il l'a éliminé aussi. Mais ça, c'est encore une fois qu'une seule hypothèse. Mais la question de est-ce que c'était prémédité, ça reste un mystère aussi, parce qu'il y a quand même quelques signes que Chris a laissés. Entre autres, apparemment que Chris, en avance, aurait contacté l'école des enfants pour leur dire que ces derniers ne se présenteraient pas le lundi. Ça, c'est étrange. Hein? Ben oui. Puis lorsque, justement, Nicole Atkinson lui a demandé où est Shannon, où sont les enfants, lui, il lui a comme dit, elle est partie dans une... jouer avec les enfants, puis une amie avec ses enfants, elle aussi, là, dans une playdate, dans le fond, cette journée-là, mais il se rappelait pas exactement du nom de l'ami en question, là, tu sais. Mais aussi, d'autres trucs, pendant le week-end, là, ce qui est très inhabituel pour Chris, il s'est assuré auprès de ses collègues qu'il irait directement au poste là, servi 319, là où on a retrouvé les corps, le lundi matin, sans passer par le bureau. Puis, ce qui est très inhabituel pour lui de communiquer avec des collègues puis avec ses boss en plein week-end. Donc, on sait que le crime est survenu le lundi. Donc, déjà, le samedi et dimanche, il voulait tranquillement dire à ses collègues « Hey, lundi, là, je vais pas aller au bureau, je vais aller directement au réservoir d'huile. » Puis même, il aurait insisté en leur disant « C'est un boulot pour une seule personne, donc inutile de venir avec moi. » Puis il s'est assuré que ses collègues ne viendraient pas avec lui faire le travail de maintenance qu'il devait faire sur les réservoirs. Donc, on sent que c'était peut-être prémédité. Mais en plus de ça, ben il est parti là, tu sais, sans les sièges pour enfants dans son camion. Si, tu sais, ainsi là, personne n'aurait pu croire qu'il les avait transportés ces filles ce jour-là. Tu sais, si t'arrives à la maison, puis tu vois que les sièges pour enfants sont manquants, sont dans le camion de Chris, mais tu te dis ben là c'est Chris qui a amené les enfants. Là. Donc c'est louche. Encore une fois, donc il a pris ce soin-là de quand il a amené les enfants au réservoir, ben soit il était déjà décédé puis il avait pas besoin de siège, ou soit il les a justement, comme il dit, assises les 2 jeunes filles sur la banquette sans siège pour enfants. Là. Aussi, ce que je me demande, moi, c'est qu'il y avait énormément d'effets personnels de Shannon à la maison. Oui. Et là, c'est anormal, c'est vraiment amateur de laisser tous ces trucs-là là. Est-ce que c'est possible qu'il ait été pris de court puis qu'il ait laissé les effets personnels de Shannon à la maison en se disant « Je vais revenir plus tard nettoyer, tu sais, ou je vais revenir en fin de la journée. » Il n'y aura pas encore de signal d'alarme d'envoyer, rien de ça. Mais en fait, il a sous-estimé Nicole Atkinson, l'amie de Shannon, qui, elle, est venue à la maison assez rapidement, qui a senti les signaux d'alarme assez rapides. Donc, il y a plein de détails un peu comme ça qui restent, là, tu sais. Moi, j'ai de la misère à croire qu'il les a tous assassinés. J'ai de la misère à croire sa version parce que
j'ai l'impression que ça ferait un méchant bordel, tu sais, Ben oui, avec des enfants qui se réveillent, puis de faire 3 meurtres, un après l'autre. Mm. C'est difficile à croire, j'ai l'impression. Il me semble qu'il y aurait des cris, il y aurait de la panique, il y aurait peut-être des gens qui sortent de la maison. Oui, c'est vrai. Ça doit pas être évident de contrôler même des enfants en bas âge. Ah ben oui, ça peut courir, là. Ben oui, exactement. Donc, je sais pas trop, en fait, si je crois la théorie de Chris, en fait, sa propre théorie. Mm-hmm. Puis en même temps, j'ai l'impression que c'était peut-être plus prémédité que ce qu'on pense. Ben avec l'appel, tu sais, je dois t'avouer qu'avec l'appel à l'école et à ses collègues le week-end, moi, j'ai de plus en plus l'impression qu'il a tué ses enfants la fin de semaine. Mm-hmm. Mais je sais qu'au niveau de l'autopsie, ils peuvent pas savoir précisément. Là, ils savent une tranche d'heure approximative. Puis oui, les corps ont tous été tués dans les mêmes heures. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il les a tués avant, genre le dimanche. Est-ce qu'il s'est fâché contre les enfants? Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour qu'ils snappent comme ça? Est-ce qu'il y a eu... Mais malgré qu'ils ont tous analysé les pièces, les traces numériques, puis ils ne semblent pas avoir détecté quelque chose qui a pu déclencher ça. Non. Donc, selon moi, il a dû se faire un plan dans sa tête pour redémarrer tout ça. Ce qui est... c'est vraiment intéressant, la théorie la théorie, le fait que c'est prémédité, mais il y a aussi d'autres théories un petit peu plus ésotériques aussi. Oui. Parce que dans toute bonne histoire, il y a toujours un peu de paranormal. Et justement, il y a des rumeurs qui diraient que peut-être que la maison des Watts est hantée. Et soit qu'elle aurait été hantée avant, que Chris aurait été possédé, ce qui pourrait expliquer qu'il a snappé. Mais il y a aussi eu des drôles d'événements qui se sont passés après l'arrestation et après les meurtres en tant que tels. En septembre 2018, Chris est en prison à ce moment-là. Il y a plusieurs voisins qui appellent la police car ils ont vu une femme entrer par infraction dans la maison des Watts. Lors de l'arrivée des policiers, étrangement, les lumières du garage étaient tous allumées, ce qui n'est pas habituel. Il n'y avait aucun signe d'intrusion, il n'y avait personne. Il y a quand même eu des témoignages de plusieurs voisins et on peut voir encore une fois le body cam des policiers qui cognent à la maison et qui rentrent. Ils filment tout ça. Là. Oui, et tu sens les policiers là, sont stressés parce qu'il y a un appel que peut-être quelqu'un est rentré par infraction. Puis cette maison-là, j'ai l'impression qu'elle veut pas parce qu'il s'est passé, elle a quelque chose de mythique, puis ils savent pas quoi ils ont à faire. Finalement, ils ont trouvé personne, puis il n'y avait aucune trace d'intrusion. Mais le témoignage de plusieurs voisins qui avaient une femme rentrer, c'est tout de même étrange. On se demande si ça serait pas Shannon, l'entité de Shannon qui serait revenue dans sa maison. Il y a une autre vidéo aussi qui vient encore une fois de la caméra des policiers lors de la première fouille de la maison dans l'escalier. On peut voir à un certain moment, il y a une jeune enfant. On voit, mais c'est très très vite, on voit comme un enfant monter les marches. Un enfant avec une robe blanche en noir et blanc. J'avais pas remarqué ça en regardant la vidéo. Mais c'est très très subtil. On dirait que celle-là dans les preuves, c'est celle que j'ai l'impression c'est le plus un glitch de lumière. Mais c'est vrai que quand tu regardes rapidement, ça donne vraiment une impression qu'il y a un enfant qui monte les marches pendant la fouille des policiers. Autre vraiment truc vraiment weird. Encore une fois, lors de la première fouille de la maison, Chris est devant une télévision. Puis les policiers veulent utiliser la télé pour lui montrer la caméra de surveillance. En fait, pour que tout le monde regarde ensemble la caméra de surveillance du voisin. Oui. Ah oui, ça, j'ai entendu parler, mon Dieu. Et la télé fonctionne sur un poste quelconque. Juste avant que les policiers démarrent la vidéo de surveillance, il y a une publicité de American Horror Story qui démarre. Là. C'est une série américaine d'horreur. Si vous ne connaissez pas, écoutez ça. Mais bref, dans cette annonce-là de la série, on y voit un fœtus, une tête de mort et des grosses flaques d'huile. Puis après ça, on voit comme un genre de sable mouvant qui absorbe un crâne. Puis au même moment où Chris voit le fœtus, il dit au policier « Ah oui, Shannon est enceinte. » c'est creepy ça. C'est creepy puis c'est tellement bizarre. Pourquoi cette image-là? C'est sûrement un hasard. Mais c'est drôle que l'image du fœtus, la tête de mort, l'huile, maintenant qu'on sait de la manière que les corps ont été disposés des enfants, on dirait un le corps de Shannon dans le sable, dans le désert. Oui, exact. Les enfants dans l'huile. Oh mon Dieu. C'est un drôle d'hasard. Je suis quand même conscient que c'est sûrement un hasard, mais il me fait quand même, on dirait un signal, un appel à l'aide. C'est tout de même assez étrange. 2 dernières petites choses.
Quand ils ont fouillé la maison la deuxième fois, ils ont amené les chiens. Et il y a eu 2 situations avec les chiens pisteurs. Dans une des pièces, on entend « Je suis avec Sissi », mais d'une voix d'homme. Oh. Puis on l'entend vraiment clairement. « Je suis avec Sissi », en anglais bien sûr. Sissi qui est le surnom de Céleste. Là, on se questionne, pourquoi c'est une voix d'homme? Est-ce que c'est qui parle, qui appelle ça? Mais c'est étrange, parce qu'on peut vraiment l'entendre très, très clairement. Ah ouais, c'est bizarre, ça. Deuxième chose, la même journée, dans la même maison, avec 2 autres femmes intervenantes qui faisaient la fouille, dans un des garde-robes, on entend, pas d'enfant, là, mais on entend un rire d'enfant à un moment donné, comme un rire de jouet. Mais dans la pièce, dans le garde-robe, ils voient rien. Ils savent pas de où la source du rire vient. Puis c'est vraiment étrange. Puis on voit la réaction des gens qui fouillent comme « Ah, c'est étrange ». Puis c'est vrai, quand on entend le rire, on se demande « Mais est-ce que c'est quelqu'un dans une autre pièce qui a pilé sur un jouet? » La théorie, ça serait qu'un des 2 enfants morts ou les enfants morts, ils aiment les chiens, ça les a attirés, puis ça les a fait rire, puis on a entendu l'entité rire. Mais ça dépend toujours de nos croyances, mais ça aussi, on le perçoit. Est-ce que c'est pas des verres d'oreille, là, mais un genre de glitch d'oreille à voir, mais c'est tout de même un peu intriguant. Ah oui, hein, des théories paranormales. Mais je savais pas qu'il y avait autant de phénomènes qui se sont déroulés, là. Ça fait peu de temps, en plus, cette maison-là va avoir de la difficulté à se vendre, je pense. Ah, c'est certain, hein, les maisons où il y a eu des crimes, là. Je sais qu'en plus, tu es obligé de le déclarer. J'imagine que c'est la même chose aux États-Unis. Tu es obligé, le vendeur, l'agent immobilier, tu es obligé de déclarer qu'il y a eu un meurtre ou un suicide, ou du moins un acte criminel. C'est bien beau le paranormal, mais toi, Émile, qu'est-ce que tu en penses de toute cette histoire-là? Ben moi je trouve que c'est d'une tristesse incroyable. Moi les drames familiaux là, ça m'a toujours brisé le cœur. Je trouve ça vraiment difficile, tu sais, d'essayer de comprendre comment un homme peut en arriver là. Il y a tellement de solutions possibles sans en arriver là. C'est tellement de vies brisées. Moi ça m'attriste incroyablement. Ça a été un des épisodes les plus durs à faire, je trouve, justement étant donné qu'il y a tellement de preuves disponibles. On a tellement accès à des vidéos, à des textes. Puis quand on se plonge là-dedans, on se rend compte que des fois, c'est troublant de lire ça, de lire Shannon de son côté qui tente de sauver son couple parce qu'on a accès à ses textos, même aux lettres, à la lettre d'amour qu'elle a envoyée à Chris. Puis en même temps, de voir un peu le comportement vraiment non réciproque de Chris, puis de voir ce qu'en est suivi, c'est très difficile. Donc c'est une histoire qui à la fois est passionnante dans le sens que quand on commence à faire de la recherche dessus, c'est complexe, et puis c'est fascinant. Il y a quand même plusieurs choses qu'on tente de comprendre, mais c'est d'une tristesse incroyable. Puis un autre élément qui est assez typique de ce cas-là, puis qui est très triste aussi, c'est que Chris a reçu et reçoit encore là, des tonnes de lettres d'amour en prison. Donc apparemment qu'assez rapidement, il y en aurait reçu une 60aine des femmes qui l'ont vu à la télé, qui ont vu ses photos de prisonniers, qui l'ont trouvé cute, puis qui lui déclarent son amour. Là, des femmes qui vont lui envoyer des lettres, puis encore, ces lettres-là sont disponibles en fait sur le net. C'est troublant ça aussi. Là. Ces femmes-là, je veux dire, je peux croire qu'ils ont des goûts amoureux un peu weird, même si on n'est pas dans le jugement à distorsion, mais n'empêche qu'ils n'ont rien fait, là, on n'a pas à exposer comme ça leur vie privée, puis ils envoyaient même des photos sexy à Chris en prison, des photos en bikini, tout ça, puis donc c'est vraiment troublant, et puis je comprends pas moi les femmes ou même les hommes qui font ça parce qu'il a reçu des courriels d'hommes aussi amoureux, Chris, et il semble que c'est un vrai problème, hein. On appelle ça la hybristophilie en fait, qui est quelqu'un qui est excité là, et attiré par des gens qui commettent des crimes odieux, donc des gens qui vont faire des viols, qui vont même manquer de respect aux femmes, qui vont faire des meurtres, des familicides, des choses comme ça. On sait que Ted Bundy était très populaire, il est sûrement encore même décédé auprès des femmes. Charles Manson aussi avait plusieurs femmes, même en prison. Donc même Stephen Avery de Making a Murderer reçoit beaucoup de lettres d'amour apparemment, mais Chris Watts lui ça semble être vraiment un hit. Puis il faut pas oublier que me semble
ce gars-là a tué sa femme enceinte. Ben oui. Tu sais, comment tu peux tomber amoureux de quelqu'un comme ça? Moi non plus, je comprends pas ce qui peut se passer dans la tête de ces femmes-là, même de ces hommes-là, généralement. Tu dois être vraiment atteint d'un trouble, hein, comme tu dis, mais quelle enfance, quelle vie t'as vécu qui t'amène à développer cette maladie-là? Je sais pas si on peut la nommer comme une maladie, mais je me demande s'ils arrivent vraiment à l'expliquer, les psychiatres, l'origine de ça. Apparemment, de ce que je disais rapido, là, avec des interviews de psychologues, la hybristophilie, justement, c'est souvent des gens qui vont avoir une faible estime de soi. Donc, il y en a même qui vont se dire, j'ai aucune chance de me trouver quelqu'un, je vais aller vers des criminels. Puis il y en a qui ont un peu un désir de changer quelqu'un. Donc, ils voient un peu un désir d'amadouer quelqu'un qui est très violent. Donc, ça devient un peu un projet. Puis eux, ça leur montre qu'ils vont peut-être être la bonne pour lui, la bonne entre guillemets, la bonne fille pour lui. Mais un gars comme Chris Watts, il va passer sa vie en prison. Tu sais, t'as aucun avenir avec lui. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être, dans ce cas-ci, un désir de relation virtuelle un peu. En se disant, ce gars-là doit ne jamais voir aucune femme de sa vie, donc peut-être qu'il va me donner de l'attention. Donc, je sais pas, on fait de la psychologie à $2, mais bref, c'est troublant tout ça, là. Puis toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Seb, de cette histoire-là? Moi, ce qui m'a le plus touché... comment quelqu'un peut arriver, un peu comme tu as dit, qui peut arriver à tuer toute sa famille. Puis ça m'a amené aussi à vérifier parce que au Québec, on a beaucoup de drames familiaux depuis quelques années. C'est en augmentation. Et même les familicides, ça représente 27% des meurtres qui sont commis au Québec. Du moins, selon les chiffres de 2014. Il n'y avait pas d'autres chiffres. Mais ça, là, c'est fou. Là, le quart des meurtres qui se passent au Québec, c'est des familicides. C'est des drames familiaux où un membre de la famille tue les autres membres. Souvent, ils se suicident aussi. Là. Je pensais pas que c'était si élevé en termes de pourcentage. Non, et moi non plus. Par rapport aux homicides. Là. Puis souvent, c'est des séparations, puis c'est souvent la femme qui a initié la séparation, mais dans ce cas-ci, c'est l'inverse. C'est là encore plus que je suis troublé par la psychologie de Chris Watts. Là. Les drames familiaux, c'est souvent des drames qui, malheureusement, pourraient être évités. Oui. Donc, ça a été un plaisir, Seb, encore une fois, de traiter de ce sujet-là avec toi, de l'histoire troublante de Chris Watts. Au moins, ce qu'on sait, c'est qu'il est en prison pour un bon bout de temps. Oui. Et vous, les distordus, dites-nous ce que vous en pensez. La meilleure place pour le faire, c'est sur le groupe de discussion Facebook de Distorsion. C'est un groupe privé, mais si vous avez pas l'air trop louche, on va vous accepter. Sinon, vous savez où nous trouver sur Instagram, on est Distorsion Podcast, même chose sur Facebook et YouTube. Sur Twitter, on est Distorsion Pod et on est sur Untappd aussi le réseau social de bière. Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Il y a tellement de jeunes hommes célibataires et intelligents disponibles. S'il vous plaît, évitez d'écrire des lettres d'amour à des meurtriers.